Nous voyons la deuxième question de management, toujours dans le thème 3, les choix stratégiques des organisations. Nous avons vu, question 9, les différents choix stratégiques des organisations privées. Et maintenant, nous voyons les choix stratégiques, question 10, des organisations publiques et quelles sont leurs spécificités. Alors, un thème vraiment intéressant, hein. Alors, on va voir d'abord au niveau des organisations publiques les caractéristiques de ces stratégies, en quoi elles sont différentes des stratégies privées. Puis on verra les différents modes d'intervention de ces organisations publiques en termes de stratégie. On verra les spécificités d'une entreprise publique. Et enfin, on verra les facteurs de contingence, c'est-à-dire ces facteurs externes qui influencent les stratégies des organisations publiques. Donc, 4 grands points. Alors, premier grand point, quelles sont les caractéristiques des stratégies des organisations publiques? Alors, on va revoir ça, c'est très important. Vous avez vu, on l'a vu au tout début de l'année quand on a étudié les organisations, qu'il y a une grande diversité des organisations publiques. Et donc, il existe une grande diversité des missions. Tout d'abord, nous avons les administrations centrales. Alors, les administrations centrales, vous voyez ici, par exemple, vous avez le ministère, ce sont des ministères, ministère des armées, ministère de l'éducation nationale. Donc, premier grand type d'organisation publique, les administrations centrales. Deuxième grand type, les établissements publics. Alors là, il y en a beaucoup. Ici, vous voyez une école, un hôpital, Pôle emploi. Ce sont les établissements publics de santé, par exemple pour les hôpitaux, les cliniques, les établissements publics administratifs, pour par exemple Pôle emploi, ou les établissements publics d'enseignement pour un lycée ou une école. Nous avons aussi les EHPAD, nous avons les prisons, tout ça, ce sont des établissements publics. Deuxième grand type d'organisation publique. Ensuite, nous avons, très important, les entreprises publiques. Alors, les entreprises publiques, ici, vous avez une société d'économie mixte des transports Montalbanais, donc à Montauban. Vous avez la SNCF, vous avez ici l'EDF et la RATP. Alors, vous voyez ces entreprises publiques, on les appelle des EPIC, c'est-à-dire des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, type la RATP, qui est une entreprise publique. Vous avez des sociétés nationales 100% publiques, comme la SNCF. La SNCF appartient à 100% à des capitaux publics. Vous avez aussi des entreprises, alors ici c'est EDF qui appartient aussi à l'État, majoritaire, à capitaux majoritaires de l'État, et puis vous avez des sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire à capitaux privés et à capitaux publics. Et on reviendra à la fin de cette vidéo sur ces grandes distinctions dans les entreprises publiques. Et ensuite, vous avez pour terminer les collectivités territoriales. Et je vous ai dit en début d'année, pour vous en rappeler, territorial, territoire. Qu'est-ce qui marque un territoire? C'est une mairie dans une commune, c'est une région ou c'est un département. Donc les collectivités territoriales, ce sont les communes ou les communautés de communes, les départements et les régions. Donc il faut bien vous rappeler, voilà une grande diversité des organisations publiques. Il faut que vous puissiez faire la distinction entre administration centrale, établissement public, entreprise publique et collectivité territoriale. Alors cette grande diversité des missions, eh bien, ça peut être de défendre le territoire, ça peut être de faire du transport ferroviaire, de l'éducation, travailler à l'insertion professionnelle, au développement durable, à la culture, à la santé, à tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, au développement économique. Donc vous voyez toutes ces grandes diversités de missions au sein des organisations publiques, puis on a vu qu'elles étaient très différentes, hein. On peut avoir une commune qui fait de l'aménagement du territoire, on peut avoir une entreprise publique qui fait de l'aménagement du territoire. Dans la défense du territoire, on peut aussi avoir des communes, des départements, des régions. Vous voyez donc ces différents types d'organisations publiques, eh bien, elles sont amenées à une grande diversité de missions et du coup à une grande diversité des stratégies. Alors le grand principe qui va régir ces stratégies des organisations publiques, c'est le respect du service public. L'efficience et le profit qui caractérisent la finalité des entreprises privées, pour le public, ne sont pas les finalités recherchées. Ce qui est recherché, c'est de servir l'intérêt général, servir, c'est-à-dire l'ensemble de la population, de la citoyenneté française, avec les 4 grands principes qui gèrent le service public: égalité, équité, continuité, adaptabilité. Donc égalité pour tous, équité ça veut dire justice,
Hein, je vous ai souvent donné cet exemple. Tout le monde peut accéder à l'hôpital et quand je suis dans l'hôpital, tout le monde a le droit à la même justice au niveau des soins. Continuité du service public, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas fermer un hôpital la nuit, donc c'est ouvert 24 heures sur 24 dans les besoins du citoyen en fonction des missions. Et puis adaptabilité, eh bien, le service public s'adapte au changement de l'environnement. Donc la stratégie publique exprime la volonté collective et ne sert pas l'intérêt individuel. Voilà pour les caractéristiques des stratégies publiques. Alors comment elles interviennent? Quels sont leurs modes d'intervention? Il y a 4 grands modes d'intervention. Premier grand mode, le mode de gestion directe. Elles agissent directement vers la société en fonction de leur mission. Deuxième grand mode, elles délèguent une partie de leur mission. Ça s'appelle une délégation du service public. Elles le délèguent pour un temps précis à des entreprises ou à du privé. Elles font des partenariats public-privé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la différence avec la délégation, c'est que dans le partenariat, elles s'investissent, hein, elles sont moitié-moitié. Et puis, elles peuvent intervenir aussi en intervenant sur les marchés publics pour satisfaire un certain nombre de besoins qu'elles peuvent avoir. Donc, on va voir déjà le premier mode qui est le mode de gestion directe. Alors, au niveau national, le mode de gestion directe, les États et les administrations centrales gèrent directement le service public qui relève de missions régaliennes. Alors, vous devez retenir, c'est quoi une mission régalienne? C'est une mission qui ne peut être faite que par une organisation publique. La police, la défense, la justice, ce sont des missions qui ne pourront jamais être faites, même en partenariat avec du privé. Alors, on en a déjà parlé en début d'année. Tout simplement, c'est pour faire en sorte que l'État, la nation française reste indépendante, qu'elle ne soit pas, par exemple, l'objet de dictature, l'objet de prise de contrôle par du privé, et puis qu'elle ne soit pas corrompue, puisqu'on va voir qu'il y a une transparence. Servir l'État nécessite une transparence vis-à-vis des citoyens. Donc un avocat peut être privé, par contre un juge, non, c'est un fonctionnaire de l'État qui a prêté serment. Alors au niveau local, on appelle ça la régie directe. C'est un mode de gestion directe, on parle de régie directe. La personne publique, par exemple une commune, est responsable de l'organisation du service public, comme de l'eau potable et de l'assainissement. C'est de sa responsabilité de faire en sorte que les personnes sur sa commune puissent avoir accès à l'eau et que cette eau soit potable. Et elle va percevoir aussi des dépenses et des recettes pour pouvoir financer ses missions. Donc vous avez des modes de gestion directs, soit au niveau national, soit au niveau local. Ensuite, vous avez la délégation de services publics. Alors on l'avait déjà vu en début d'année, c'est un contrat administratif par lequel une personne morale, donc une personne morale, je vous avais déjà dit, la morale c'est poser des actes juridiques, poser des actes de la vie quotidienne. Une personne morale, ça peut être une commune, ça peut être un établissement public de droit public, confié à une personne cette fois privée, de morale de droit privé, pour une durée limitée, la gestion d'un service public. Alors par exemple, elle va bénéficier de l'expertise du partenaire. Alors je vais avoir une commune qui va déléguer l'assainissement de l'eau à une personne privée, donc c'est-à-dire à une entreprise privée. Alors pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle peut bénéficier de l'expertise du partenaire. Elle ne sait pas gérer, assainir l'eau. Par contre, son partenaire le sait. Donc ça lui permet de bénéficier de cette expertise. Ça va lui permettre de transférer le risque d'exploitation. Au lieu que ce soit elle-même qui exploite avec tous les risques liés à l'exploitation, bien le risque il va être transféré au niveau de son partenaire privé. Et puis, elle peut réaliser l'idée c'est de réaliser des économies d'échelle. À ce moment-là, on peut se regrouper au niveau des communes pour que notre partenaire privé, le privé, puisse prendre en charge l'assainissement de tout un canton, de plusieurs communes, pour réaliser des économies d'échelle. En termes de coût, ce sera moins cher si j'ai une seule station d'épuration pour 5 communes que si chaque commune se dote de sa propre station d'épuration. Alors les risques de faire de la délégation du service public, il y en a beaucoup en France. On délègue le service public pour, je vous avais dit, le ramassage des ordures, par exemple. Mais le risque, c'est évidemment d'une certaine perte d'autonomie et puis un risque de dépendance vis-à-vis du partenaire à qui j'ai délégué ma mission de service public. Voilà la délégation de service public.
Alors ensuite, on a les partenariats publics-privés. Alors les partenariats publics-privés, ils concernent les gros chantiers du BTP. BTP, ça veut dire bâtiments et travaux publics. Par exemple, je dois construire un ministère, des écoles, des prisons. C'est un gros chantier de BTP. L'État, il n'a pas vocation, il n'a pas les compétences, le savoir-faire pour faire de la construction. Donc, il va s'adresser à des entreprises privées pour s'en occuper. Au niveau des infrastructures de transport, pareil, le TGV, le Grand Paris, pour lui, ce n'est pas de ses compétences. Donc, il va faire des partenariats publics-privés, c'est-à-dire capitaux publics et capitaux privés. Il va bien sûr regarder ce qui se passe, il va mettre un cahier des charges, mais il va faire par des gens compétents. Alors, l'avantage, c'est qu'il puisse faire financer par le privé les gros chantiers. Lui, il a une dette publique extrêmement élevée. D'abord, il n'a pas les moyens financiers ni les compétences pour le faire, encore plus après le coronavirus. Alors les limites, souvent, c'est qu'en échange, évidemment, quand il y a un TGV, eh bien, ceux qui ont procédé à la fabrication du TGV, ils vont demander des loyers, des redevances, et parfois, vous le savez, comme toujours, quand on construit quelque chose, parfois l'investissement initial qui avait été promis, eh bien, il est dépassé, il y a des problèmes de maintenance, il peut y avoir des frais supérieurs finalement aux investissements initiaux. Donc dans les partenariats publics-privés, il faut regarder tout ça de très près. Ensuite, vous avez les marchés publics. Alors, qu'est-ce qu'un marché public? C'est un contrat qui est conclu par l'État ou un établissement public ou une collectivité territoriale et qui permet de recourir à une personne privée pour répondre à ses besoins, notamment en travaux, en fournitures ou en services nécessaires à sa mission. Alors, un exemple de marché public, donc l'État va par exemple faire une offre publique sur la police de préfecture de Paris qui devait renouveler ses véhicules. Eh bien, elle a fait une offre publique en disant moi je dois acheter des véhicules moi je veux qu'ils soient écologiques, qu'ils ne polluent pas, avec un certain nombre de contraintes. Et donc, elle a retenu une personne privée, Volkswagen, pour équiper ses véhicules de patrouille en véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, évidemment, on peut se demander comment se fait-il qu'un constructeur français n'ait pas été retenu. On suppose que le constructeur français, eh bien, en termes de prix et de cahier des charges, il n'a pas répondu aussi bien à la demande de la préfecture de police de Paris. Voilà pour les modes d'intervention. Alors au niveau des spécificités des entreprises publiques, ça c'est un gros morceau. Les entreprises publiques, elles sont contrôlées par les pouvoirs publics. Une entreprise publique, vous verrez, il y a un certain nombre de parts, des parts sociales sont détenues par l'État qui donc conservent un certain pouvoir, voire tout le pouvoir au sein de l'entreprise publique. Elles poursuivent une mission de service public, donc ça on les a vues, toutes les missions de service public, de santé, d'éducation, d'aménagement du territoire, d'économie, développement durable. Elles sont en situation de concurrence, oui, elles sont sur un marché où il y a d'autres entreprises et du coup, elles suivent souvent une logique, même toujours de plus en plus une logique du privé pour pouvoir continuer à vivre. C'est pour ça que souvent des élèves ne comprennent pas bien, mais madame, c'est une entreprise publique, donc avec une finalité non lucrative, certes, mais elles suivent une logique du privé car elles sont en situation de concurrence. Ce qui les distingue du privé, c'est qu'elles poursuivent une mission de service public et qu'elles restent contrôlées par les pouvoirs publics. Alors, vous avez au niveau national 3 grands types d'entreprises publiques. Vous avez les établissements publics industriels et commerciaux, EPIC, type RATP. Vous avez les sociétés nationales à capitaux 100% publics, type SNCF. Alors, la SNCF, qui était jusqu'au 1er janvier 2020 une EPIC, est devenue une société anonyme, vous voyez, mais à capitaux publics. Et donc, elle est sur le marché des actions et des obligations pour pouvoir grossir, grandir, réaliser toute sa mission de service public. Donc, vous voyez, c'est très récent que nous avons des entreprises publiques maintenant qui accèdent au marché privé. Donc c'était une EPIC et au 1er janvier 2020, elle est devenue une société anonyme à capitaux publics. Vous avez donc les sociétés anonymes à participation majoritaire, donc type EDF. Alors le EDF est détenu à 80% par l'État, c'était aussi une EPIC, c'est devenu une société anonyme.
elle produit, hein, donc l'EDF c'est producteur d'électricité, hein, et c'est c'est la troisième compagnie mondiale de production d'électricité au monde, à ne pas confondre avec Engie. Engie qui est le troisième groupe énergétique mondial, si on ne compte pas les pétroliers, aujourd'hui qui est une société anonyme. L'État n'est actionnaire qu'à 25%. Vous voyez, cette société Engie, hein, qui vous distribue l'électricité, non pas qui la produit, mais qui la distribue, elle fait un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros. Donc on est sur des très très grosses entreprises publiques. Engie n'est pas une entreprise publique parce l'État n'est pas majoritaire. Par contre, l'EDF reste une société anonyme à participation majoritaire. Et évidemment, on verra, c'est très important parce que l'État doit contrôler la production énergétique de son pays. Au niveau local, on a aussi trois grands types de sociétés. On a les sociétés d'économie mixte, avec un mix de capitaux privés et capitaux publics. On a les sociétés publiques locales. Et puis, on a aussi les sociétés d'économie mixte, mais qui vont juste être à opération unique. Elles sont constituées pour une seule mission, puis elles sont dissoutes une fois la mission exécutée. Donc au niveau local, on va s'associer dans des sociétés d'économie mixte pour remplir sa mission de service public. Alors, les spécificités des entreprises publiques, elles sont aussi contrôlées par les pouvoirs publics. Elles interviennent dans des activités d'intérêt général, l'énergie, le transport, la défense, le courrier, et l'État cherche à contrôler certains secteurs stratégiques comme l'armement, le nucléaire, les télécommunications, le transport. Hein. Comme vous savez, c'est ce qui fait la vie d'un pays. Hein. Si on bloque l'énergie, le transport, les télécommunications, eh bien, et même l'armement, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu les militaires qui sont venus pour prêter renfort face à cet énorme événement qu'est le Covid-19 pour monter des hôpitaux de campagne et pour subvenir donc à cette mission de santé publique de l'État. Donc, contrôlé par les pouvoirs publics, l'État cherche à garantir des services publics de qualité à des prix identiques pour tous, égalité, équité, adaptabilité. Et vous voyez donc ce problème de l'hôpital aujourd'hui qui n'a pas su répondre totalement à sa mission de service public. Alors, c'est une spécificité des entreprises publiques, elles sont en situation de concurrence. Hein. Elles ont perdu ou elles perdent une partie de leur monopole. Auparavant, ces entreprises publiques étaient sur des marchés monopolistiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'elles sur le marché. Et maintenant, comme le marché s'ouvre à la concurrence, elles perdent de leur monopole. La RATP, c'est une perte du monopole sur les réseaux franciliens, puisque toute nouvelle ligne de métro, de bus ou de tramway, dorénavant, est ouverte à la concurrence. On appelle ça la libéralisation du marché, qui va pousser les entreprises publiques à évoluer dans le secteur marchand et concurrentiel. La Banque Postale en est un exemple, puisqu'elle ouvre sa banque. Elle appelle ça une néobanque 100% digitale. Cela fait partie aussi d'un principe du service public qui est l'adaptabilité. Alors, le fait qu'elles suivent la concurrence, eh bien, elles doivent suivre une logique du privé, puisqu'elles doivent s'attaquer. Elles sont en concurrence avec des entreprises privées qui ont une logique de rentabilité et de profit. Et donc, c'est là où parfois la ligne de crête est difficile. EDF, en 2018, vous voyez, il a fait 15 milliards de bénéfices. Hein, donc, on est vraiment sur des structures qui suivent de plus en plus une logique de recherche de profit et de rentabilité. On a aussi une évolution du coup du statut des salariés, puisque c'est comme à la SNCF, hein, c'est comme à la RATP. On ne va plus embaucher de fonctionnaires, on va aller travailler vers des salariés type privé. Voilà pour les spécificités des entreprises publiques. Alors maintenant, les facteurs de contingence, pour terminer. Quels sont ces facteurs qui vont influencer les stratégies publiques? Trois grands facteurs. Premièrement, le cadre européen et les politiques européennes. Deuxièmement, le contrôle budgétaire et la Cour des comptes. Et troisièmement, l'influence des groupes de pression. Voilà, trois grands facteurs qui vont influencer ces stratégies. Cadre européen, contrôle budgétaire et les fameux groupes de pression. Alors, le cadre européen et les politiques européennes. En quoi ils influencent les stratégies politiques? Il existe au sein de l'Europe un mouvement de libéralisation pour mettre fin au monopole public et ouvrir les marchés à la concurrence.
Donc, vous savez que le défaut d'un monopole, c'est que la personne qui est sur le monopole, eh bien, met les prix qu'elle veut puisqu'elle n'est pas en concurrence. Et puis en termes d'adaptabilité, elle a un peu du mal à s'adapter, voire beaucoup, parce que de toutes les façons, elle n'est pas en situation de concurrence, les clients sont toujours là et paieront toujours puisqu'elle est la seule. Donc pour lutter contre ce type de défaut important d'un monopole, eh bien, il y a un mouvement de libéralisation pour mettre fin au monopole public et les ouvrir à la concurrence. Donc l'Europe fixe des objectifs à atteindre. Et il va appartenir aux États de les respecter. Par exemple, l'Europe a fixé une feuille de route en disant que 32% de la consommation énergétique de l'Union européenne devra provenir de ressources renouvelables d'ici 2030. Donc elle fixe des caps, vous voyez, elle fixe une ligne de conduite. Nous voulons tous du développement durable. Eh bien, allez, ensemble, au niveau européen, elle fixe ce type d'objectif, tout simplement pour que nous puissions mettre en œuvre des stratégies publiques pour atteindre ces objectifs. Le contrôle budgétaire à la Cour des comptes. Vous savez que l'État, il est financé par les impôts. C'est les impôts qui vont financer l'État, la TVA, les impôts. Et avec ces impôts et ces recettes, eh bien, l'État va pouvoir réaliser ses missions de service public. Encore faut-il que l'argent soit bien employé et que le citoyen soit bien informé de ce qui se passe au niveau de l'État. Puisque vous savez que l'État, vous êtes représenté, ce sont la démocratie française, comment elle fonctionne, c'est que vous, citoyens, vous êtes représentés par votre maire, votre député, au niveau de l'État, vous élisez même votre président, nous élisons notre président, et donc sur un programme, on veut être sûr qu'il emploie l'argent à ce pourquoi nous les avons élus. Alors il va y avoir l'argent public, la Cour des comptes, qui est cet organisme indépendant, va vérifier que l'argent public est bien utilisé et puis va certifier les comptes. Donc cette vérification-certification, ça a lieu aussi dans les grandes entreprises privées, bien sûr. On vérifie, on certifie les comptes pour être sûr que l'argent ne part pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi. Donc la Cour des comptes, c'est un organisme indépendant absolument essentiel pour vérifier les stratégies des organisations publiques. Enfin, pour finir, l'influence des groupes de pression. Alors, on appelle ça des lobbies. Alors, vous qui avez fait dans mes classes cette simulation à la COP My City, vous avez vu qu'il y avait des lobbies. Les lobbies du fossile. Lobbies du fossile, ce sont des groupes qui passaient dans vos délégations pour vous influencer, pour favoriser eh bien, les produits pétroliers. Vous aviez un lobby aussi, au contraire, le lobby qui cherchait à faire du développement durable. Donc, vous aviez des ONG en faveur d'un développement durable, vous aviez le groupe des lobbies fossiles, groupe de personnes créées pour promouvoir et défendre les intérêts privés en exerçant des pressions, en influençant sur les personnes ou les institutions publiques qui détiennent du pouvoir. Donc les lobbies, ils sont partout, ils sont au Parlement, ils sont dans les régions, ils sont dans les communes, ils sont dans les mairies, et ils vont influencer pour promouvoir et défendre des intérêts, cette fois privés. Alors, vous savez que la vie publique a eu des soucis de transparence, avec de la corruption ces dernières années, une multiplication de révélations, de conflits d'intérêts, de trafic d'influence. Et donc, on a cherché à créer une haute autorité pour la transparence de la vie publique, HATV, d'où la création, cela date de 2013, en charge des déclarations des situations patrimoniales des personnes qui sont élues, déclaration d'intérêt de nombreux responsables publics. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des conflits d'intérêts, c'est-à-dire des situations d'interférence entre l'intérêt public d'un élu et son intérêt privé, qui ne puisse pas avoir interférence pour qu'il ne puisse pas être influencé d'une façon ou d'une autre. Voilà pour la haute autorité pour la transparence de la vie publique, donc une transparence dans l'action publique grâce à la HATVP. Donc voilà pour ce chapitre. Vous voyez, c'est un gros chapitre encore très intéressant sur les organisations publiques. Donc maintenant, je vous invite à le réécouter, à en prendre les mots-clés pour en faire une belle carte mentale et puis à faire le questionnaire en ligne.